Selon la légende, la ville de Troie, réputée imprenable, n'est tombée aux mains des Grecs que grâce à la ruse. Les habitants ont ouvert les portes de la ville à un cheval de bois géant, qui dissimulait en fait les troupes ennemies. Aujourd'hui, l'expression « cheval de Troie » désigne toujours un stratagème d'infiltration. Le cheval de Troie est le symbole de la ruse dans lequel l'ennemi tombe volontairement. Le texte grec antique auquel on doit cette légende reste l'une des œuvres majeures de la culture occidentale. Il comporte tous les éléments d'une grande histoire. Une belle héroïne, sexe, vengeance, violence et une fin tragique. Mais que cache cette légende? Le poète décrit un monde de manière extrêmement concrète. Notre équipe va examiner les éléments tangibles qui se cachent derrière le mythe. Le cheval de Troie a-t-il vraiment existé? Elle va rechercher des preuves de la chute de Troie et étudier des théories originales qui pourraient expliquer cet événement. Un tremblement de terre. La ville entière a été détruite. Un puissant bélier. Une arme révolutionnaire. Ça pouvait être une structure très sophistiquée. Ou peut-être justement un cheval de bois. Notre enquête scientifique va tenter de résoudre enfin le mystère du cheval de Troie. Tout commence par une rivalité amoureuse. Hélène, épouse du roi de Sparte Ménélas, était la plus belle femme du monde. 1000 navires sont partis en guerre pour elle alors qu'elle s'est enfuie avec le prince troyen Paris. Est-ce qu'elle était partie vraiment enlevée? Est-ce qu'elle était partie consentante? C'est un débat. Le combat pour Hélène est l'occasion pour la grande armée grecque d'appareiller et d'aller attaquer Troie. Cette expédition contre Troie a différents objets. La vengeance, le pillage et la gloire. La légende que nous connaissons aujourd'hui prend sa source dans l'œuvre d'Homère, écrite il y a 28 siècles. Dans l'Iliade, il raconte comment, après 9 ans de siège, les Grecs mettent au point un stratagème pour pénétrer la défense infranchissable des Troyens. Un stratagème que les Grecs ont mis au point consiste à laisser croire qu'ils abandonnent le champ de bataille, en laissant sur ce champ de bataille un grand cheval de bois. Cette partie de la légende a largement inspiré le cinéma. Les Troyens sortent joyeusement de la ville et décident de le ramener dans la ville. Pendant la nuit, les soldats grecs sortent de l'intérieur du cheval. Ils ouvrent les portes pour permettre à leur armée d'entrer dans la ville. Troie est alors rayée de la carte. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, ce récit épique n'est rien de plus qu'une légende, une fiction. Tout le travail autour de Troie se cantonne à cet aspect mythique. Mais quelle vérité se cache derrière la légende? Edith Hall, professeur de littérature classique, et Alexandre Farnoux, directeur de l'école française d'Athènes, sont tous deux spécialistes des textes antiques. Ce qui m'interroge le plus, c'est pourquoi on en parle tant. Cette histoire continue de passionner les lecteurs génération après génération. Cela intrigue Alexandre Farnoux et Edith Hall. Mais si le premier pense que l'œuvre est une pure fiction, la seconde est prête à contester cette vision. Si la guerre de Troie a bien eu lieu, alors pourquoi la légende du cheval de Troie n'aurait-elle pas un fondement historique, elle aussi? Je recherche des éléments réels qui pourraient correspondre à ce mythe et en particulier des preuves tangibles de l'existence du cheval de Troie. Steven Ressler, ancien expert militaire, aborde la question avec un autre point de vue. Je vais modéliser la prise de Troie. Au moyen de plusieurs outils informatiques, je vais étudier, avec mon regard d'ingénieur, les différentes manières dont la bataille a pu avoir lieu. Nos experts vont allier les technologies de pointe à l'étude approfondie des textes antiques pour tenter de répondre à des questions essentielles. Les Grecs et les Troyens se sont-ils vraiment affrontés pour conquérir Troie?
Comment cette bataille s'est-elle terminée? Mais surtout, quelle vérité se cache derrière le mythe du cheval de bois? La première étape consiste à prouver que la cité décrite par Homère était réelle, que la ville de Troie a vraiment existé, et qu'elle était bel et bien imprenable. Les textes antiques nous indiquent très clairement où chercher. Selon le poème d'Homère, la ville de Troie bordait la mer Égée. Les dieux pouvaient observer la bataille depuis le mont Ida, et les Grecs s'approvisionnaient depuis le détroit des Dardanelles. Tous ces paramètres convergent en un point très précis de l'actuelle Turquie. Il faut que ce soit près de la mer et dans une plaine fertile. Eric Klein est archéologue, expert de l'âge du bronze. Il a également mené des recherches de terrain pour localiser Troie. Le texte d'Homère regorge d'indications géographiques précises, comme la présence d'eau directement sous la ville. La zone où nous sommes, au nord-ouest de la Turquie, pourrait correspondre. Mais Homère nous indique aussi que Troie était alimentée par des sources d'eau chaude et froide. Les poèmes d'Homère sont étudiés depuis plus de 2500 ans. Ces indices ont donc toujours existé. Mais ce n'est qu'à partir des années 1870 que l'archéologie s'y intéresse. Tout commence avec Heinrich Schliemann, homme d'affaires fortuné et archéologue amateur. Persuadé que le récit d'Homère relate des événements historiques, il commence des fouilles juste ici. Heinrich Schliemann a découvert le site de Troie. Pour cela, il a creusé une énorme tranchée dans la colline, à la recherche de la ville. Mais comme il n'avait aucune formation d'archéologue, son travail n'était pas très conventionnel. Les archéologues d'aujourd'hui auraient exploré le site avec le plus grand soin. Schliemann, lui, se sert de dynamite. Avec succès. Sous 15 mètres de terre, il met au jour une rampe pavée enfouie sous les décombres de constructions ultérieures. Au cours de ses fouilles, Schliemann a trouvé cette couche qui est en fait une voie d'accès. Il pensait avoir trouvé les portes C décrites par Homère, assez larges pour permettre le passage de deux chars. Ces portes sont la toile de fond d'événements clés du récit d'Homère. Le cheval de bois serait ainsi entré dans la ville par les portes C. Pour Schliemann, c'est la preuve qu'il a découvert la ville du récit d'Homère. Peu de temps après, il présente cette photographie au monde entier. Sa femme, parée de bijoux antiques en or. Ils ont trouvé des bijoux en argent, en or, des colliers, des tiares, des boucles d'oreilles. Sans aucune preuve, il déclare que ces bijoux sont le trésor perdu de la Troie d'Homère. Schliemann, il n'était pas parfait, bien sûr, mais il a accompli un travail sur le terrain qui était un travail pour son époque et étant donné les connaissances qu'il avait assez remarquables. Il a quand même été le tout premier à attirer l'attention sur ce site. Mais beaucoup d'experts du 19e siècle refusent d'admettre qu'il s'agit bien de Troie. Cette citadelle leur semble tout simplement trop petite. Dans l'Iliade, Homère décrit une grande ville, extrêmement prospère, cible idéale pour un pillage. Mais la citadelle découverte par Schliemann couvre à peine 2 hectares. C'est beaucoup trop petit pour correspondre à la description d'Homère. Les preuves archéologiques contredisent le récit d'Homère. Ce n'est que vers 1990 qu'une nouvelle découverte remet tout en cause. Une plaine située au sud de la citadelle et qui comporte des dizaines, voire des centaines de maisons, fait en réalité partie de la ville forte. Troie dans toute sa magnificence. Avant cette découverte, Troie ne semblait être qu'une simple forteresse, une sorte de repère de pirates.
Une citadelle d'à peine 2000 mètres carrés. Mais l'adjonction de la ville basse porte la surface de Troie à 35 hectares, soit une superficie très significative pour l'époque. Cette surface en fait une ville opulente dont la taille justifie un siège de 9 ans. Tout semble plus logique. Grâce à ces preuves, l'existence de Troie est avérée. La ville est 10 fois plus grande que le site archéologique d'origine mis au jour par Schliemann. Les experts peuvent dès lors se concentrer sur la deuxième question. Ces 20 hectares correspondent-ils bien au décor du récit d'Homère, censé avoir lieu au XIIIe siècle avant notre ère? Homère, quand il nous parle de Troie, nous donne un certain nombre de détails sur la ville de Troie dans ses aspects matériels. Près de ce monument, hâtons-nous de construire de hautes murailles, remparts de nos vaisseaux et de nos guerriers. Là seront pratiquées des portes solides, pour laisser à nos chars un large chemin. Creusons, en dehors et tout près, un fossé profond. Homère décrit une ville aux murs imprenables. Mark Schwartz, historien militaire, cherche à comprendre les véritables moyens de défense de Troie. Il commence son enquête à la lisière de la ville basse. Cette zone est encore quasiment inexplorée. Ce terrain était couvert de bâtiments. C'était une ville commerçante très prospère. Les rues devaient être pleines de vie et résonner de toute l'activité quotidienne. Le travail de Mark Schwartz consiste à imaginer ce à quoi l'armée assaillante se trouve confrontée. Les murs de pierre ne constituent certainement pas l'unique obstacle à franchir. Là, nous sommes devant le site de fouilles. On peut voir ici ce qui reste du fossé fortifié, qui mesurait environ 2 mètres de profondeur par 3 à 4 mètres de large. Il entourait toute la ville basse. Ça fait environ 2 kilomètres. Peu imposant, ce fossé est cependant très efficace. Il constitue avant tout la première preuve que les Troyens se sont prémunis contre une attaque ennemie. Toute la ville basse est entourée d'un fossé défensif, renforcé par une palissade de bois. Cette voie d'écoulement pluvial présente des dimensions similaires au fossé. Il constituait un obstacle conséquent pour les assaillants, les chars, l'infanterie ou tout équipement qu'ils auraient souhaité utiliser. Il n'était pas facile de descendre à l'intérieur puis de remonter de l'autre côté. En fait, c'était même très difficile. Et imaginez devoir le faire avec une armure en bronze sur le dos. Sous une pluie de flèches ennemies. C'est un dispositif d'usure, un moyen de ralentir l'armée assaillante et de lui causer de lourdes pertes. Son effet est également dissuasif. Et ce n'est là que la première ligne de défense. À supposer que les Grecs aient réussi à franchir cet obstacle, ils devaient encore traverser toute la ville basse pour atteindre la citadelle et essuyer d'intenses combats de rue. C'était une tâche ardue. Il apparaît clairement que la ville a été conçue pour faire face à des envahisseurs et qu'elle n'a pu être conquise qu'au prix de pertes importantes. Mais si un conflit épique a bien eu lieu ici entre les Grecs et les Troyens, quelle a pu en être la cause ? Le récit d'Homère fait état d'un conflit pour l'honneur, au cours duquel 1000 navires grecs seraient venus reprendre leur reine Hélène. Mais l'envahisseur avait-il un autre mobile plus terre-à-terre? Edith Hall quitte un temps sa bibliothèque pour s'immerger dans les paysages qui tiennent lieu de décor à l'œuvre d'Homère. J'ai l'impression d'être transportée au XIIe siècle avant notre ère. C'est comme si j'avais voyagé dans le temps.
La confrontation au terrain confirme ce que laissaient supposer les rares preuves historiques qui ont traversé le temps. Cette colline rocheuse, à quelques centaines de mètres de la mer, a été le point central des luttes de pouvoir de toute la région. Nous sommes à l'extrémité nord-est de Troie. D'ici, on a un bon aperçu de l'ensemble du décor et surtout de l'avantage stratégique de cet emplacement géographique. Troie se situe dans le passage, dans ce qu'on appelle les détroits, donc les Dardanelles, qui est l'endroit qui met en relation tout le monde égéen avec le monde, l'Europe orientale et de l'Asie. Et par conséquent, cette ville représentait un verrou sur ce commerce. Et qui contrôlait ce verrou? Contrôlait l'ensemble des commerces et des échanges entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Mais l'importance de Troie n'est pas seulement stratégique. La ville a une réputation de richesse et d'opulence. Les Grecs étaient convaincus que les Troyens vivaient dans le luxe. Ce n'est pas une simple ville agricole. Il s'agit bien d'une cité très prospère. Les Troyens sont des commerçants, particulièrement connus pour une marchandise très spéciale, les chevaux. Les ossements de chevaux trouvés lors des fouilles indiquent que ces animaux onéreux et très rares à l'époque sont monnaie courante à Troie. Homère décrit très clairement une ville avec des avenues et des rues très larges, qui permettaient aux Troyens de circuler à cheval ou en char à l'intérieur des remparts. Ils étaient très fiers de leurs chevaux. C'est un animal indispensable pour tirer les chars, et le char, c'est le mode de déplacement par excellence du héros homérique, et c'est en ce sens que le cheval est très valorisé, car plus le cheval est beau, plus le char est beau, plus le héros, évidemment, est puissant. Le cheval était le genre de cadeau diplomatique que s'offraient les rois, un bien extrêmement luxueux. À la lumière de ces éléments, il apparaît crédible que les Grecs aient choisi le symbole du cheval pour piéger les Troyens. L'opulence et la position stratégique de la ville en font une cible majeure. Mais quelles preuves permettent de confirmer le pillage de la cité, comme le décrit Homère? Des générations d'archéologues ont exploré ces ruines pour déterminer la date de prise de la ville et les causes de sa chute. Au-delà des dommages causés naturellement par le temps, existe-t-il des traces d'une destruction délibérée? Ce que je recherche, ce sont des preuves comme des murs effondrés, des blocs de pierre endommagés, des éléments surprenants, des dégâts qui ne surviennent pas naturellement. Par exemple, cet énorme bloc qui ne devrait pas être fendu en son milieu. On voit clairement où le bloc a été fissuré. Et on trouve beaucoup d'éléments de ce type ici. Si j'examine la fissure qu'on voit dans les pierres de ce mur défensif, j'ai du mal à déterminer quand elle s'est produite, mais on voit bien qu'elle s'étend sur toute la hauteur. On a longtemps cru que ces éléments étaient les traces de l'attaque des Grecs et du saccage perpétré une fois à l'intérieur de la forteresse. Les experts d'aujourd'hui sont d'un tout autre avis. Eric Klein décide de faire appel à Steven Ressler, ancien expert militaire. Ces dégâts sont très particuliers. Il s'agit d'une série de fissures très marquées et obliques. Mais les pierres sont simplement fendues. Elles n'ont pas été pulvérisées ou réduites en petits morceaux. Ça ne ressemble pas du tout aux traces d'une attaque armée. Il semblerait que Troie se trouve à l'époque antique sous la menace de forces bien plus puissantes que l'armée grecque. Aussitôt, il se précipite du sommet escarpé des monts en marchant d'un pas rapide. Les vastes montagnes et les forêts tremblent sous les pieds immortels de Poséidon qui s'avance. Homère lui-même nous indique que la ville a tremblé sous la colère des dieux. Les traces relevées par Eric Klein ne peuvent pas être l'œuvre des hommes de l'âge du bronze.
Une fois écartée l'hypothèse que les dégâts constatés sont d'origine humaine, Eric Klein décide de se rendre à Istanbul, à 500 km au nord-est. Dr Rosel, Eric Klein, je suis très heureux de vous rencontrer. Ce centre d'observation enregistre l'activité sismique de l'ensemble du territoire turc. C'est ici qu'on enregistre les données. Cette région est l'une des plus actives au monde sur le plan sismique. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, plus de 90 000 personnes ont perdu la vie dans un tremblement de terre en Turquie. Soit 12 fois la population de Troie. La ville antique se trouve sur une importante faille sismique. Nous savons dans l'Antiquité que la zone, comme aujourd'hui la Méditerranée orientale, est une zone qui est extrêmement sensible et que des secousses sismiques de grande ampleur se sont manifestées à différents moments, provoquant des destructions de différentes manières. Il semble donc que les dégâts étudiés par Eric Klein sont en fait dus à un séisme, ou même à une série de séismes. Aujourd'hui, on n'a aucun mal à expliquer scientifiquement les séismes. On connaît le mouvement des plaques tectoniques. Mais dans l'Antiquité, on imaginait que ces événements étaient causés par la colère des dieux. Au moment même où Eric Klein se trouve à l'observatoire, un tremblement de terre est enregistré. Son épicentre se trouve justement à quelques kilomètres du site antique de Troie. On vient d'enregistrer un séisme, il y a seulement 1 minute 40, dans la région de Çanakkale, juste à côté de Troie. Nous étions justement dans cette zone au nord-ouest de l'Anatolie pour nous pencher sur les séismes de l'Antiquité. Et un tremblement de terre vient de se produire exactement au même endroit. Il y a certainement eu des séismes importants à la fin de l'âge du bronze. On doit s'attendre à en trouver des traces lors des fouilles. Les sismologues s'accordent à dire qu'une série de tremblements de terre a pu avoir lieu dans les environs de Troie autour de 1300 avant notre ère. Mais il reste une incohérence. Homère décrit un conflit qui aurait eu lieu aux environs de 1180 avant notre ère, soit plus de 100 ans après les séismes présumés. Et il semble qu'au lieu de fuir, au contraire, les habitants ont afflué ici pour reconstruire une ville encore plus dense. Eric Klein relève une différence dans la qualité des constructions. On voit ici que les méthodes de construction ont changé, qu'elles sont moins soignées que dans le reste du bâtiment. On constate qu'elles ne sont pas au même niveau. Dans les grandes demeures, on note que des murs intérieurs de cloisonnement ont été ajoutés aux murs principaux, comme si 3 familles s'étaient installées là où une seule famille vivait auparavant. L'étude de ces nouvelles constructions permet de comprendre que les habitants ont mis en place des protections contre une autre menace que les tremblements de terre. Un ennemi qui se trouve à leur porte. Lors des fouilles, de nombreuses jarres de grande taille, appelées pitoïs, sont retrouvées enterrées sous le sol de la citadelle. Il s'agit de réserves de nourriture. Cela leur permettait de rester à l'abri dans la ville assiégée et de survivre plus longtemps. On pourrait également en déduire que les habitants se préparaient à un conflit. Seul un peuple sur le point d'être assiégé prendrait de telles précautions. Les dispositifs défensifs de la ville comportent également des indices significatifs. Une partie du rempart a été détruite par un séisme. Les Troyens ont donc rapidement dû le reconstruire. Les habitants profitent de l'occasion pour renforcer leur défense. Une tour a été ajoutée à l'extrémité sud-est de la ville et l'une des portes qui menait à la citadelle a été condamnée afin de réduire le nombre d'entrées. Chacun de ces éléments renforce encore la défense de la ville. Ainsi est née la forteresse de Troie. Mark Schwartz, expert militaire, s'imagine à la place des troupes qui défendent les remparts de la citadelle. Ce mur d'enceinte très solide mesurait 335 mètres de long.
Il semble toujours assez imposant, mais à l'époque, il faut bien imaginer qu'il était 2 fois plus haut et qu'il mesurait par endroits 4 mètres de large. De nombreux soldats pouvaient donc s'y positionner pour jeter des pierres ou tirer des flèches sur les assaillants. Ils protégeaient ainsi les points stratégiques. Les points stratégiques sont en fait les 3 portes principales. Nous savons déjà que la porte occidentale est condamnée après le séisme. La porte orientale est quant à elle renforcée par un second mur de protection afin de contenir les assaillants dans une zone plus restreinte. Une grande tour est également ajoutée pour offrir une position dominante lors des attaques éventuelles à travers la ville basse. Ils procédaient de la manière suivante. Des troupes étaient positionnées en hauteur sur les tours à l'extérieur des murs. Elles pouvaient donc tirer en même temps que les défenseurs postés sur les remparts de la citadelle et prendre l'ennemi sous des tirs croisés, juste là. Ces fortifications sont certes bien pensées, mais Homère est très clair, elles ont failli. Puisse un même courage échauffer le cœur de tous nos guerriers. Et bientôt tombera la ville de Priam, soumise et ravagée par nos mains. En effet, malgré l'efficacité de ce système défensif, des éléments archéologiques nous indiquent qu'une force ennemie a bien réussi à pénétrer dans l'enceinte des remparts. Nous avons retrouvé une couche de terre noircie d'environ 1 mètre d'épaisseur. Elle contenait des éléments carbonisés et des pointes de flèches. Tout indique que la ville a bel et bien été prise et incendiée. Cette fois, il n'y a pas eu de reconstruction précipitée. Ces éléments concordent parfaitement avec la chronologie du récit d'Homère. D'autres indices étayent également la théorie d'une attaque grecque. Une des pointes de flèches que nous avons examinées présente une technique de fabrication typiquement grecque. Cette ville a été détruite par un tremblement de terre, puis reconstruite. Et c'est cette seconde cité qui semble avoir été rasée par la main de l'homme. Même si peu de corps sont retrouvés lors des fouilles, les restes examinés ne laissent pas place au doute. La découverte la plus marquante est le squelette d'une jeune fille de 15 ans enterrée dans la ville basse. Dans la culture antique, on n'enterrait les morts à l'intérieur de la ville que lorsqu'on y était contraint. Pour certains experts, le recoupement des textes antiques et des indices archéologiques confirme clairement que la guerre de Troie et le pillage de la ville ont bien eu lieu. Je suis sûre que les Grecs étaient en guerre avec les habitants de cette partie de la Turquie occidentale au cours de l'âge du bronze. Dans la littérature grecque du 8e siècle avant notre ère, on trouve de nombreux récits très détaillés d'une guerre qui avait eu lieu 400 ans plus tôt. Ces textes de l'âge du bronze sont relatés avec une telle précision qu'ils n'ont pas pu être inventés. Homère a donc vu juste. La guerre de Troie a eu lieu. Mais est-ce que le cheval de Troie a vraiment existé? Et ce qu'il accomplit dans le cheval de bois où nous pénétrâmes, nous, les plus vaillants des Grecs, pour porter aux Troyens le carnage et la mort. Dès que les Troyens laissent entrer le cheval dans la forteresse, les soldats grecs s'en extraient et ouvrent les portes de la ville au reste de leur armée. Les experts d'aujourd'hui pensent que le récit d'Homère est une version enjolivée de la réalité historique. Le cheval de bois fait peut-être référence à toute autre chose. Il n'est pas impossible qu'en réalité le cheval de Troie soit un nom technique pour une machine de guerre dont on aurait perdu la mémoire et on aurait juste retenu l'idée que c'était un cheval. Et si le cheval était en fait une arme, un engin de guerre comme un bélier dont les assauts ont fait tomber Troie? Ces machines de guerre sont des espèces de machines montées sur roues et qui sont dotées d'un grand mât en bois et qui ont pour but de briser la porte en bois de la ville qu'on assiège. Mark Schwartz étudie la crédibilité d'une telle tactique. Il commence à la porte de la ville. Nous nous trouvons à la porte sud, la porte principale. Les portes de Troie sont en bois.
Elle constitue l'entrée idéale si les Grecs parviennent à s'approcher suffisamment. Mais comment un bélier fonctionne-t-il? On utilise le poids et l'inertie d'un énorme tronc de bois pour briser une porte de ce type. La théorie est simple, mais qu'en est-il de la pratique? La forêt au sud de Troie constitue la réserve de bois idéale. Cet arbre, par exemple, ferait un excellent bélier, je pense. Compte tenu du poids du tronc, les assaillants doivent trouver un moyen de frapper cette porte renforcée de manière répétée. Ils ne peuvent pas se contenter d'abattre un arbre et de charger. Les Grecs disposaient d'un savoir-faire, de techniques pour construire des machines de guerre en bois. Nous avons même des traités de guerre, de manuels de guerre qui décrivent ces machines et la construction de ces machines. Steven Ressler, ancien expert militaire, s'imagine à la place de ses homologues de l'Antiquité. Je suis fasciné par l'ingénierie antique, parce que les conditions de travail des ingénieurs de l'époque étaient très particulières. Ils avaient beaucoup plus de contraintes que nous, peu de matériaux disponibles et peu d'outils pour travailler. Steven Ressler intègre ces contraintes pour concevoir numériquement un bélier compatible avec les moyens des Grecs. Je pars d'un châssis en bois à 4 roues. Elles sont dimensionnées de manière à pouvoir supporter le poids du bélier qui devait peser près de 2 tonnes. Il suffit de faire rouler le bélier en direction de la porte. Les Troyens ont pu prendre cette arme pour un cheval géant. Le bélier est suspendu à des cordes, comme une balançoire. L'effet de gravité suffit donc à l'actionner. Chaque coup ainsi asséné est 10 fois plus puissant qu'une charge avec un bélier statique. Ce principe est encore utilisé aujourd'hui en démolition. Mais sur le champ de bataille, il n'est pas si facile de déployer un tel engin. Il aurait fallu des heures aux Grecs pour s'approcher suffisamment de l'enceinte, puis mettre en place le dispositif et enfin s'attaquer à la porte. On peut supposer qu'ils ont préparé le bélier à l'abri, hors de portée des flèches. Mais pour s'attaquer à la porte, ils n'avaient pas le choix, il fallait s'approcher. Ils étaient alors sous les tirs constants des Troyens. Un archer de l'âge du bronze bien entraîné peut tuer son adversaire à plus de 50 mètres. Le simple fait d'approcher de la porte était déjà très compliqué. On voit qu'on est emmené dans un goulot d'étranglement, un véritable piège mortel. Je pense qu'il était possible de venir à bout de la porte blindée en seulement 15 minutes d'efforts constants. Mais il faut tenir compte du fait qu'il devait opérer sous les tirs incessants des défenseurs. Il faut être en mesure de frapper cette porte de manière répétée, alors que les forces ennemies attaquent d'ici, d'ici et de là. Je pense que je n'aurais pas du tout aimé être à leur place. Selon moi, l'engin n'aurait même pas pu être utilisé. Il aurait été détruit bien avant d'atteindre sa cible. Si Steven Ressler dit vrai, alors le cheval de Troie décrit par Homère ne peut être un bélier. Mais pour prendre Troie avec une technique d'assaut plus classique, les Grecs doivent être prêts à engager de nombreux hommes dans les combats. On considère que pour ce genre d'assaut, il faut avoir des troupes 3 fois plus nombreuses que celles de l'adversaire. Selon nos connaissances actuelles, les Grecs ne disposaient pas d'une telle supériorité numérique. Les Grecs ont tenté à plusieurs reprises de prendre la ville de Troie d'assaut, mais à chaque fois sans succès. Il y a un équilibre des forces entre les Troyens et les Grecs, qui sont très nombreux, mais qui ont l'inconvénient d'être hors de la forteresse. Dans cette hypothèse, la guerre a fini par tomber dans l'impasse. Les Grecs n'ont donc pas d'autre solution que d'entamer un siège. D'après Homère, il dure 9 ans. Ils s'opposent à mes projets et ne me permettent point de détruire la forte citadelle d'Ilion. Déjà 9 années se sont écoulées.
Troie et ses défenses sont parfaitement conçues pour endurer un siège. Mais ses habitants peuvent-ils résister longtemps, confinés dans la citadelle? Mark Schwartz nous conduit dans le sous-sol de la ville. Nous nous trouvons ici devant le système de canalisation de la ville antique. C'est ce qui a permis aux habitants de tenir le siège. Car on peut survivre plusieurs semaines sans nourriture, mais pas plus de quelques jours sans eau. Donc ils avaient conçu ce magnifique système de puits qui permettait de fournir de l'eau aux habitants. C'est extraordinaire. Le sous-sol de Troie recèle une source. C'est d'ailleurs ce qui détermine son emplacement initial. Pendant plusieurs siècles, les hommes contrôlent les flux avec un système de canaux taillés à la main directement dans la pierre. On voit bien les traces de burin. Ils ont peut-être utilisé un canal naturel qu'ils ont élargi. Ce tunnel devait être entièrement rempli d'eau. Le réseau s'étend sous toute la surface de la citadelle. Il y a de nombreux puits comme celui-ci qui permettaient d'accéder depuis la citadelle en surface au réseau d'eau souterrain. Il y a un autre tunnel ici. Il n'est plus possible d'y accéder aujourd'hui, mais ce tunnel débouche sur un immense réservoir d'eau potable construit par l'homme. Il a une capacité de plus d'1 million de litres. Ce réseau, c'était les veines et les artères de la ville. Il la maintenait en vie. D'après Homère, le siège a duré 9 ans. Selon les indices archéologiques, c'est tout à fait plausible. Homère nous dit également que la ville est tombée. Le résultat des fouilles corrobore son récit. Il nous reste encore à explorer une hypothèse qui pourrait expliquer le mythe du cheval de Troie. Il s'agit de machines qui permettent de monter les soldats au niveau des remparts. Ce sont des tours. Au cours des siècles qui suivent la guerre de Troie, la tour de siège devient un engin de guerre courant. Le récit d'Homère pourrait être une description imagée du premier engin de ce type jamais utilisé. On peut facilement imaginer que le cheval de Troie soit une métaphore pour une tour de siège ou qu'il s'agisse d'une déformation des faits au fil du temps. La tour de siège aurait dissimulé des troupes et aurait pu être couverte de peaux d'animaux. On est assez proche de l'image que nous avons du cheval de Troie. Les descriptions historiques des tours de siège sont toutes postérieures à la guerre de Troie. Pourtant, leur conception est tout à fait cohérente avec les techniques grecques de l'époque. Dans sa forme la plus simple, la tour de siège n'est rien d'autre qu'une sorte d'échelle mobile, conçue pour permettre aux troupes assaillantes d'atteindre les remparts ennemis tout en restant protégées. Steven Ressler conçoit un engin adapté aux dimensions des fortifications troyennes. Haut de 5 étages, il est composé de 25 tonnes de bois. Il peut abriter 200 hommes et 100 soldats supplémentaires sont nécessaires pour le déplacer et le manœuvrer. Il ne peut donc s'agir d'une ruse. On imagine très bien le chaos qui pouvait régner sur ce champ de bataille. L'assaillant devait mobiliser toutes ses forces pour franchir ce mur. Les troupes auraient toutes été alignées ici. Les archers et les frondeurs auraient couvert l'assaut par des tirs sur les défenseurs. Les murs de la citadelle eux-mêmes témoignent de l'existence de ce type d'attaque à l'époque de la guerre de Troie. Il est évident que les Troyens connaissaient très bien les techniques de siège. C'est pour ça que les murs ne sont pas verticaux, mais inclinés. Cet élément constitue à lui seul un obstacle important pour une attaque à la tour. On voit bien que le mur est incliné à environ 20 degrés. Avec un peu d'imagination, on constate que cet angle crée un espace conséquent entre le sommet de la tour et le haut du rempart. Les troupes assaillantes doivent le franchir sous les tirs défensifs afin de pouvoir atteindre l'enceinte de la ville depuis leur engin.
Cela rend encore plus complexe la conception de la tour de siège. Cela veut dire qu'elle devait être équipée d'une sorte de pont qui permette aux troupes assaillantes de franchir ce vide. Mais cette plateforme devait être assez sophistiquée pour pouvoir supporter un poids important, en toute sécurité. La conception d'une tour qui aurait permis d'attaquer les remparts de Troie constituait donc un véritable défi technique. Bien sûr, ce défi n'est rien comparé aux difficultés rencontrées par les hommes qui doivent manœuvrer l'engin. Mark Schwartz accorde peu de crédit à leurs chances de succès. Si on prend en compte toutes les pertes humaines, l'inclinaison des murs, la difficulté pour passer du sommet de la tour au rempart, mais aussi le faible nombre d'archers et de soldats disponibles, je doute fort que ce type d'attaque ait pu être couronné de succès. Les hypothèses qui permettent d'envisager le cheval de Troie comme un engin d'assaut sont donc écartées. Nos experts en reviennent au texte d'Homère et à l'idée que les Grecs, plutôt que de recourir à la force, doivent trouver une ruse imparable pour mettre un terme à ce siège. Il t'ordonne d'armer à l'instant tous les Grecs. Aujourd'hui, tu dois t'emparer de la superbe ville d'Ilion. Les valeureux Grecs tentent le tout pour le tout. Le poème d'Homère met en valeur deux aspects de la capacité humaine, la force physique ou la force intellectuelle. Il était évident que la force physique n'allait plus être suffisante pour prendre la ville et qu'il fallait recourir à l'intelligence. Le cheval de Troie est l'astuce machiavélique. Voici comment le texte d'Homère décrit le stratagème. Les Grecs rassemblent leurs meilleurs guerriers et les équipent pour le combat rapproché. Ils les cachent dans les flancs d'un cheval géant disposé devant les portes de Troie. L'armée grecque fait mine d'abandonner le siège et reprend ses vaisseaux. En fait, elle reste en attente aux abords d'une île toute proche, mais hors de vue. La suite de l'histoire a fait l'objet de nombreux récits, films et œuvres en tout genre. Les Troyens font entrer le cheval dans la forteresse et baissent la garde pour célébrer la fin de la guerre. Les soldats grecs en profitent pour sortir de leur cachette et se précipitent pour ouvrir les portes de la ville. Les autres hypothèses écartées, il ne reste donc qu'une seule possibilité. Le cheval de Troie décrit par Homère a bel et bien existé. Mais ce scénario est-il plausible? Et pourquoi utiliser ce symbole? Troie était réputé pour la qualité de ses chevaux, ce qui pourrait justifier ce choix. Le choix de cet animal est un geste très subtil de la part des Grecs. Le cheval était l'un des emblèmes de la ville. En offrir un aux Troyens pouvait donc être compris comme un acte de soumission. À l'âge du bronze, la réalisation de cette structure, pourtant complexe, est tout à fait à la portée des Grecs, qui sont un peuple de marins. C'est pas tant une prouesse technique, c'est finalement un bateau renversé, hein, c'est une coque de bateau montée sur roue, en quelque sorte, le cheval de Troie. Steven Ressler se penche sur les techniques grecques de construction navale alors en vigueur. Si on examine la structure globale du cheval, on retrouve la quille, la proue et la poupe. Il y a aussi des étambeaux qui supportent le gouvernail du bateau. C'est très similaire au navire grec. Quant au corps du cheval, il ressemble beaucoup à une coque de bateau. C'est comme ça qu'ils ont dû s'y prendre. Il devait pouvoir transporter une charge assez importante. Cette charge est constituée de nombreux soldats armés. Mais de combien d'hommes parle-t-on? Au fil du temps, le récit a sans doute été enjolivé. Les versions les plus récentes font état d'un bataillon entier. Le nombre le plus fréquemment trouvé dans la mythologie est de 30 hommes. Partons donc de l'hypothèse que 30 soldats étaient cachés à l'intérieur du cheval. Un soldat tout équipé occupe un peu plus de 2 mètres cubes.
J'ai modélisé un soldat. Pour calculer l'espace nécessaire à 30 hommes, il me suffit de le copier 29 fois. Les possibilités d'agencement sont variées et certaines plus efficaces que d'autres. Si on imagine que les hommes étaient disposés sur 2 niveaux différents, on obtient un agencement très efficace. Le corps du cheval pouvait alors contenir non pas 30, mais 40 hommes. La structure est énorme. C'est le cheval géant souvent représenté par Hollywood. Si je pars de ce modèle d'agencement et que j'ajuste les dimensions en fonction des proportions d'un vrai cheval, on obtient un cheval de Troie de plus de 10 mètres de haut, soit à peu près la hauteur des remparts de la ville. En 2003, une maquette grandeur nature du cheval de bois est construite pour le tournage du film Troie. Elle a été conservée comme attraction touristique. Un cheval de taille inférieure serait plus facile à manœuvrer. Et pour que leur ruse fonctionne, les Grecs n'ont besoin d'infiltrer qu'un petit nombre d'hommes. Steven Ressler sait bien que l'avantage numérique seul ne peut garantir la victoire. Je pense qu'un bataillon d'élite de 9 hommes aurait été parfaitement adapté à cette mission, qui consistait simplement à ouvrir les portes de la ville. C'est sur cette base qu'il ajuste ses plans. La structure doit être assez petite pour ne pas paraître menaçante. On obtient un cheval de taille très modeste. Les Troyens n'auraient jamais pu se douter qu'ils pouvaient abriter 9 hommes. Il mesure un peu plus de 4 mètres de haut pour un peu moins de 2 mètres de long. Mon cheval de Troie est suffisamment petit pour pouvoir passer par la porte sud. Homère nous indique que les Grecs ont utilisé le cheval de Troie pour franchir les remparts de la ville grâce aux hommes cachés dans ses flancs. Une telle ruse est-elle vraiment crédible? J'ai du mal à croire que les Troyens aient pu se laisser berner aussi facilement, sans même vérifier qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Est-ce que c'est plausible? C'est difficile à dire. Ce qui me semble très crédible, c'est l'idée d'infiltrer des soldats pour qu'ils puissent ouvrir les portes au reste de l'armée depuis l'intérieur de la ville. Ça, c'est plausible. On peut au moins imaginer qu'ils en aient discuté. Tu crois vraiment que les Grecs sont partis, qu'on peut leur faire confiance? Un groupe d'habitants a fait entendre que le cheval était un don des dieux et qu'ils ne pouvaient pas le refuser. Selon le récit d'Homère, le cheval entre bien dans la ville et le siège connaît une fin tragique. Ce que ne savent pas les Troyens, c'est qu'en emmenant ce cheval dans la ville, ils emmenaient en même temps un bataillon de Grecs cachés dans les flancs du cheval qui, dans la nuit, vont sortir du cheval et détruire toute la ville. Après toutes ces années de siège, les Grecs ont enfin pris Troie. Ils ont tué les membres de la famille royale et pillé la ville. La destruction a été tout à fait brutale de la ville. Les Grecs réduisaient tous les Troyens totalement en esclavage, la massacraient copieusement et détruisaient la ville jusqu'aux dernières pierres. Dans le récit d'Homère, la description du pillage de Troie est très concrète et violente. Le roi de Troie, Priam, raconte lui-même que les femmes sont violées, les hommes décapités, les enfants jetés du haut des remparts. La ville est entièrement ravagée. En l'espace d'une journée, Troie a été réduite en ruines, en cendres. La Troie d'Homère est tombée il y a plus de 3000 ans. Tout comme les ruines antiques ont depuis été recouvertes par plusieurs couches de terre et de pierre, la réalité historique a elle aussi été ensevelie sous plusieurs mythes. Il est pourtant difficile de ne pas reconnaître une part de réalisme dans ce récit. Je pense que la guerre de Troie a bien eu lieu. La ville était prospère et il a fallu du temps aux Grecs pour s'en emparer. Nous savons que les murs de Troie en faisaient une forteresse quasiment imprenable. Le conflit dure aussi longtemps, malgré des assauts répétés des Grecs. C'est la raison pour laquelle, en ultime recours, on met au point le piège du cheval de Troie.
un assaut contre Troie aurait nécessité des ressources en hommes et en matériel bien trop importantes. Pour leur part, les Troyens étaient en mesure d'endurer un siège de longue durée. Après l'étude de plusieurs scénarios envisageables, l'hypothèse du cheval de Troie, du stratagème, de la ruse, demeure la plus crédible. Bien sûr, on commence par se dire « Non, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop simpliste. » Mais la réalité est parfois toute simple. Selon Homère, le conflit était dans une impasse. Le cheval de Troie était la seule solution. C'est une bien belle légende qui transpire la réalité historique. Homère décrit la ville et la guerre de Troie de manière très réaliste. Le récit de sa chute est peut-être lui aussi véridique. Aujourd'hui, la ruse du cheval de Troie ne leurrerait plus personne. Mais lors de sa toute première utilisation, elle a pu fonctionner. Les experts restent partagés quant à l'existence du cheval de Troie. Mais ce n'est pas parce que cette histoire est entrée dans la légende qu'elle en est une.